Bonsoir, Patrick. Bonsoir, bonsoir. Dans des minutes, là. Est-ce que vous me voyez bien? Très bien. Entends bien. Bon. Dans des minutes. Donc, M. Letourneau, c'est la première fois qu'on se voit. Première fois qu'on se voit. Bienvenue dans Saber. Tu as fait de belles découvertes ces temps-ci. Merci, oui. On va regarder qui d'autre arrive. Bon, OK. Donc, notre ami. OK. Bon. OK, on se voit bien ici. Il y en a quelques-uns qu'on ne voit pas encore, par contre. Là. Notre ami Marcel devrait arriver bientôt. Celui qui donne la présentation d'aujourd'hui. Excellent. Donc, on va juste regarder encore qui est arrivé. Non, Philippe, tu me vois, toi, là? Je ne t'entends pas, par contre. Voilà. Et voilà. Jacques, je te vois. Bonjour, Jacques. Peux-tu parler, Jacques? Oh, je ne entends pas, il n'y a pas ses écouteurs encore. Ouais. Hein? Ça fonctionne, Jacques? Non. Comment est la température dans vos coins, vous autres? Il pleut à Québec présentement. Ah, il pleut, là. Nous autres, à Montréal, il neige un petit peu. Entre les deux ici. OK. Ça devrait commencer bientôt, j'imagine. Moins 4 à Ottawa. Bon, Marcel arrive. Oui, je vois ça. Et M. Tourangeau de Boston. Ben oui. Oups. Ton chat est passé? Non, ça aurait pu arriver, mais c'est pas ça. Si on est chanceux, on va l'entendre miauler tout à l'heure, mais il l'a déjà fait. Donc, bon, ça sent bien, on va entendre Marcel. Est-ce que Marcel. Il est en train de se connecter, on dirait. Ça a l'air à ça, hein? Jacques, est-ce que tu nous entends? Pas l'impression. Il n'a pas l'air à nous entendre, M. Doucette, hein? Est-ce que tu nous entends, Jacques? Fais un signe. Oui, attends là, je vais essayer d'en. Il y en a un autre qui vient d'admettre, là. Marcel, OK. Je suis là. Tu es là, je sais. Je viens de voir ça, là. Ça fonctionne, ton affaire, là? Ça marche. Bon, parfait, ça. Jacques, non? Est-ce que. On ne l'entend pas? Non, il n'a pas l'air de réagir. Non, c'est ça. Tout le monde a réagi sauf lui. Dixie, how's the weather in Boston? It is pretty normal, but it's a little bit higher than usual. Tomorrow it's supposed to be 60 something, but raining all day. Okay. Then when the front goes through, it'll be back to 45 to 50 on Sunday, but the sun is supposed to be out. Aren't you supposed to get snow once in a while?
We don't get snow anymore. No. No, the northern Vermont and New Hampshire get the snow at the ski resorts, and that is fine with us. We don't need any here in the city. We never have. Our precipitation table for the year is we're about 10 inches above normal. Mhm. So we're doing fine in that respect. A couple rainstorms. I think we had one last night. We might have another one tonight. It's fine that way. If it rains every other night, that's perfectly all right with us. But as for snow, it seems that every time it's supposed to snow, it's 60 degrees. And so it doesn't, which is okay. You never have to shovel rain. Indeed. Which is not the case usually in Montreal. We got a lot of snow, so we'll be lucky tomorrow. They're expecting some rain, so no snow for us tomorrow. Otherwise, it would have been like something like 12 inches or something like that. So we'll be lucky. So Dixie, if you don't mind, Marcel's presentation will be in French, but he'll be able to answer questions in English if you want to. Okay. Okay. I don't know if you understand French at all, Not since I was in high school 50 years ago. Okay, but at least you'll understand Montreal Royals and the Laurier Stadium. You'll know what it means. But my only question is, what's wrong with the Canadians? That's a long one. The Canadians. Something has to be drastically wrong. Yeah, I know. For a team to go in the finals and then 3 months later collapse like that, I think it was the making the finals that was bizarre, not what's happening now. Yeah, not the other way around. Huh? They're getting shut out by bad teams at home. This is unbelievable. I know. But that have to make you happy, I don't know if you're a Bruins fan, knowing the rivalry between the Bruins and the Canadians, and you must be happy. Well, I'm sort of happy, but my other favorite team is the Maple Leafs. Okay. So here's a double header for you. But that doesn't make it any easier to understand why they are so bad right now. I know. So 1 out of 3 is always good, at this point in time at least. So Marcel, est-ce que tu veux commencer? Bah ouais, t'avais pas un petit laïus à nous faire pour nous partir non, ça? J'ai pas grand-chose à vous dire, sauf que là, c'est ça, là. Il n'y a pas grande nouvelle ces temps-ci. Tant de pandémie, ça ne bouge pas trop, là. Donc. Non, c'est vrai que dans le monde du baseball à Montréal, il ne se passe pas grand-chose en ce moment, ça, je suis d'accord. Ben, il se passe plein de trucs dans le monde du baseball. C'est juste qu'il y a des trucs dont on ne connaît pas la teneur, donc ça ne sert à rien d'en parler. On voit des trucs passer dans le journal qu'on ne sait pas. Peut-être Jacques en connaîtrait plus que nous, là, mais on a de la misère encore avec Jacques. Ouais, attends, c'est ton micro. Il a l'air. Jacques, est-ce que tu peux me faire signe si tu m'entends au moins? Bon, OK. Nous, on ne t'entend pas. Un, deux, trois. Ah, là, ça marche. Ah. OK, parfait. Non, j'en connais pas plus que vous autres. C'est ça, OK. Bon, vois-tu, tu n'es pas dans le secret des yeux, donc... Oh non. Tu l'as déjà été, mais... Je connais très bien M. Bronfman, mais je ne suis pas dans le secret des yeux. C'est pas moi qui vais l'appeler pour l'achaler avec ça. Moi, je vais pour mon dire que tant il y a aussi longtemps qu'on n'a pas de bonnes nouvelles à annoncer, on est mieux de ne pas en avoir. Ouais. Parce que j'ai toujours eu comme réflexion que lorsqu'il y a des rumeurs qui commencent à sortir, la première réaction du public ou des dirigeants des gouvernements, c'est négatif. Ouais. Alors, tant qu'il y aura quelque chose de positif, annoncez-le, puis après, on verra si les positifs vont dépasser les négatifs. C'est ça, exactement. Tu as raison. Parce que là, mais ça va là, on entend toutes sortes de nouvelles un peu partout de chaque côté. Là, puis c'est ni plus ni moins des rumeurs. Là, donc, on peut pas commenter toutes ces affaires-là. Bien, tout à l'heure, à Radio-Canada, il y avait Ray Lalonde et puis un autre monsieur qui parlait des possibilités de retombées économiques avec l'arrivée
d'un club de baseball à Montréal, que ce soit 41 matchs ou 81 matchs. Ouais. Et aussi, est-ce qu'on doit investir de l'argent public là-dedans, oui ou non? Okay. Moi, j'ai toujours eu pour mon dire que présentement, les différents paliers gouvernementaux n'ont aucun revenu provenant du baseball majeur. Et si un club de baseball majeur vient s'établir à Montréal, bien, si on joue 81 matchs, ils vont payer de l'impôt sur 41 matchs. Et les équipes qui visitent Montréal vont payer de l'impôt quand, disons, les Mets viennent jouer à Montréal pour 3 matchs. Ils vont payer de l'impôt au Québec sur la portion de leur salaire gagné ici. Alors, à ce moment-là, moi, je ne vois pas pourquoi le gouvernement ne prendrait pas ces argents-là. Disons que c'est, je ne sais pas moi, 30, 40 millions. Il en garde 20 % puis le reste, il leur donne à l'équipe sous forme de subvention. Ouais. Alors, à ce moment-là, ils ne perdent rien. C'est ça. Puis, comme Marcel a déjà dit, ça fait pas très longtemps sur Facebook, là, c'est pas juste les expos qui demandent des subventions. Là. Il y a plein d'entreprises au Québec qui le font. Hein. Mais parle-moi pas de Facebook. Là, mon compte a été barré. J'essaie de faire des pieds et des mains pour le rétablir. Là. OK. Bon, ben, écoute, donc, des fois, c'est aussi bien si comme ça. Si jamais vous m'envoyez des messages sur Facebook et vous n'avez pas de réponse, c'est pas parce que je vous aime pas. C'est encore vivant, c'est ça? Oui. Comme on dit en anglais, alive and kicking. Mais pas trop fort. C'est comme j'ai dit à Robert l'autre jour, à votre âge, vous là, M. Ducette, la vie, c'est comme le baseball. Vous êtes encore capable de scorer, mais il faut faire des sacrifices pour le faire. Oui, monsieur. On joue du baseball 90 pieds par 90 pieds. C'est ça. A game of inches. Oui. C'est ça. Donc, Marcel, veux-tu y aller? Ben, je vais y aller. Bon, ben vas-y. C'est toi qui es le clou du spectacle aujourd'hui. Donc, dis-nous de quoi tu vas parler, mon cher. Je vais vous faire ça. Premièrement, bonsoir à tous. Good evening, everyone. Je ne vais pas la faire en bilingue, rassurez-vous. Moi, ça va faire personnellement 10 ans l'an prochain que je fais des recherches sur les Royaux de Montréal. J'ai commencé ça en 2012. Mais il y a une partie de l'histoire de l'équipe à laquelle je ne me suis jamais vraiment intéressé, c'est la disparition du club. Moi, je ne sais pas pour vous, une agonie d'équipe de baseball professionnelle à Montréal, j'en ai vécu une. Ça ne me tente pas tant que ça, en général, de me plonger dans une deuxième. Ceci dit, on m'a demandé d'écrire un article là-dessus. Il va y avoir un livre sur l'histoire du baseball au Canada qui va être publié sous les auspices de Sabre, auquel participe monsieur notre président, incidemment, entre autres. Puis on m'a demandé de faire un article sur la fin des Royaux. Donc, c'était vraiment nouveau pour moi de m'intéresser à ça. Et je demeure pas très friand du sujet en tant que tel, d'histoire de déménagement en général. Mais il y a beaucoup d'éléments intéressants à propos de la fin des Royaux. C'est ce que j'ai découvert, entre autres, c'est que le départ de l'équipe a été causé, puis arrêtez-moi là si ça vous rappelle quelque chose que vous avez déjà entendu, mais le départ des Royaux a été causé en bonne partie par des problèmes de stade et de propriétaires, n'est-ce pas? Dans la vie, tout se répète toujours 2 fois, la première fois comme une tragédie, la deuxième fois comme une farce, a-t-on dit, mais bref, ça va être donc le sujet de mon exposé aujourd'hui. Et ma foi, je vous dirais, profitez-en, parce qu'en ce qui me concerne, après ça, moi, je vais considérer que j'ai pas mal fait le tour de la question. Là. Je ne pense pas devenir un expert en déménagement des Royaux, ce n'est pas tellement ma branche. Donc, l'histoire des Royaux, ça commence en 1897. Ça va faire 125 ans l'an prochain. D'ailleurs, c'est Gérald Filion de RDI qui m'a fait remarquer ça. Il a écrit un article aujourd'hui ou hier, je ne me rappelle plus, là, quand même assez bien balancé justement sur la question du financement public pour le stade. Et il disait, Montréal, c'est une ville de baseball depuis 125 ans. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai remarqué que ça faisait ce temps-là. Et M. Filion me suit sur Twitter. Donc, je ne veux pas dire que c'est de là qu'il tient sa connaissance sur l'histoire du baseball à Montréal, mais bon, c'est moi qui parle, donc je vais prendre le crédit. Ceci dit, les Royaux vont exister de 1897 à 1917, on perd l'équipe, puis il y a les Royaux 2.0 de 1928 à 1960. Et pendant la majeure partie de leur histoire, il faut le dire, c'est une équipe assez ordinaire. Il n'y a pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent là, en termes de performance vraiment
extraordinaire en termes d'équipe, en termes de résultats. Bon, 2 championnats de saison régulière, ça va. Mais le cours de l'histoire de la franchise va vraiment changer en 1939 lorsqu'on signe une entente d'affiliation avec les Dodgers de Brooklyn. Et c'est 2 clubs qui ont eu des destins assez similaires. Parce que si on regarde les Dodgers avant les années 40, ça aussi, c'est une équipe qui ne gagnait pas souvent. Mais à partir donc des années 1940, le grand club et le club ferme vont tous les deux devenir des puissances dans leurs ligues respectives. Même que entre 1941 et 1953, on peut dire que les Royaux formaient vraiment l'étalon or, le nec plus ultra des équipes des ligues mineures en Amérique du Nord. Évidemment, c'est sujet à débat, mais en 13 saisons, 5 championnats de saison régulière, 6 championnats des séries éliminatoires, la Coupe des gouverneurs, comme on l'appelait, 1941, 46, 48, 49, 51 et 53. Et les saisons 1946, 48 et 53 se terminent par des championnats de la petite série mondiale. On est donc officiellement la meilleure équipe dans le baseball mineur, sans oublier, évidemment, et c'est dur de l'oublier quand on fait de l'histoire du baseball au Québec, mais les Royaux ont également intégré le baseball dit organisé, jusque-là réservé aux Blancs, n'est-ce pas? On connaît l'histoire en 1946. Donc, à mon avis personnel, et évidemment, je ne suis pas objectif sur la question, je considère que les Royaux, pendant cette période-là, de 41 à 53, étaient l'équipe numéro 1 dans les ligues mineures. Pourtant, à peine 7 ans après leur dernier titre de la petite série mondiale, l'équipe déménage. C'est la fin des Royaux, c'est la fin du baseball 3 à Montréal. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'une équipe qui allait si bien, qui attirait des grosses foules, qui avait du succès sur le terrain, etc., qu'est-ce qui fait que cette équipe-là a pu passer de tout à pantoute, comme on dit familièrement, en si peu de temps? Évidemment, ce n'est pas un facteur unique qui explique cette situation-là. Parmi les facteurs, il y a l'arrivée de la télévision qui va avoir un gros impact. En 1952, la télévision arrive au Canada. Ça change beaucoup les habitudes de divertissement des consommateurs et la pénétration de la télévision va être très, très forte, entre autres au Québec. C'est considéré comme un des endroits là, au monde où la télévision s'est implantée le plus vite et le plus fortement. Et tous les secteurs du monde du divertissement vont ressentir l'impact de l'arrivée de la télévision, les cabarets, les cinémas et évidemment le sport professionnel, semi-professionnel également. Ensuite de ça, il y a les problèmes de stade. On ne peut jamais y échapper. Certains d'entre vous êtes peut-être allés au stade de Lorimier. Ceux qui sont trop jeunes, vous avez sûrement visité le site, vous avez regardé une carte, une photo, peu importe. Le stade se trouvait réellement dans un quartier résidentiel. Il n'y a pas de stationnement dans les environs. Au moment où on construit le stade de Lorimier en 1928, ça ne cause pas vraiment un problème. À ce moment-là, les gens se déplacent en tramway, même il y a des gens qui venaient à pied. Ceux qui venaient en automobile pouvaient probablement trouver à stationner. Tout le monde n'avait pas une voiture à ce moment-là. Mais quand on arrive au milieu des années 50, évidemment, là, la donne a changé. On est en train de transitionner vers la société d'automobile, le règne des banlieues. Tout le monde veut venir au stade en char et le fait de ne pas avoir de stationnement, c'est devenu un gros handicap. Et si Montréal, par exemple, s'était doté d'un métro en même temps que Toronto, disons Toronto a le métro en 1954, ça n'aurait pas été très difficile. On ajoute une station de la ligne verte à côté du stade. Peut-être que l'histoire aurait pu être différente à ce moment-là. Évidemment, le métro va arriver seulement en 1966. Bref, ça, là, je suis évidemment complètement dans l'hypothétique, mais le stade, de par sa position et l'absence de stationnement, était devenu obsolète, rendu dans les années 1950. Autre facteur, je pense que les Montréalais, les Québécois, commençaient à être un peu tannés d'être une ville des ligues mineures en termes de baseball. C'est bien beau être une succursale de quelqu'un d'autre, mais ça devient frustrant. À la longue, évidemment, on développe des joueurs dès qu'ils deviennent bons. À ce moment-là, ils partent. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux ont vu, j'ai publié aujourd'hui une photo de Don Drysdale qu'on nous montrait à l'école secondaire alors qu'il avait 17 ans. Il a joué une saison avec les Royaux à 18 ans. Déjà, il était très bon à ce moment-là, avant de graduer à l'autre niveau. Donc, à un moment donné, il y a cette frustration-là qui s'installe. Oui, on voit des espoirs qui se développent, mais on aime bien les voir également quand ils ont vraiment atteint
le sommet de leurs attitudes quand ils se sont développés et non pas quand ils sont sur la voie de devenir bons. Et la frustration était probablement plus grande dans le contexte où, pendant la première moitié du 20e siècle, il y a une très grande stabilité dans le monde du baseball. Et accéder aux ligues majeures, c'était un rêve presque impossible pour une ville. Mais à partir de 1953, on assiste à un grand nombre de déménagements d'équipes en succession. Les villes qui avaient plusieurs équipes perdent leur équipe excédentaire qui vont se retrouver dans des marchés du 3A. Milwaukee, ville de 3A, les Royaux les avaient battus, plutôt les avaient affrontés en finale de la petite série mondiale en 1951. Ils obtiennent les Braves de Boston. Baltimore, qui était une ville rivale de Montréal dans l'international depuis des décennies, va accueillir les Browns de Saint-Louis. Kansas City, que les Royaux avaient battu en finale de la petite série mondiale de 1953, sont le nouveau domicile des Athletics. San Francisco, qui était dans la Ligue de la Côte du Pacifique avec les Giants. À la fin de la décennie, Minneapolis et Saint-Paul, qui avaient chacun une équipe de l'Association américaine, obtiennent les Sénateurs de Washington. Bref, c'est beaucoup de villes du 3A en très peu de temps qui passent au niveau supérieur et c'est jamais le tour de Montréal, même si Montréal est très souvent mentionné pour les Braves, pour une équipe d'expansion, pas d'expansion, mais en fait pour une équipe dans la nouvelle Ligue continentale de baseball que Branch Rickey voulait lancer. Et dans le dossier des Browns de Saint-Louis, même, ça a été plus sérieux que ça. La ville de Montréal va chercher à se porter acquéreuse du stade de Lormier pour tenter d'attirer les Browns chez nous. Les Dodgers étaient propriétaires du stade à ce moment-là, demandaient, semble-t-il, 1,5 million de dollars. Et déjà, à ce moment-là, encore une fois, l'histoire finit toujours par se répéter, l'idée d'utiliser des deniers publics pour un stade de baseball, ça ne faisait pas l'unanimité. Et à ce sujet-là, je me permets une parenthèse. Gérard Filion, je n'ai pas de lien de parenté, en tout cas, je ne pense pas, avec Gérald Filion, a signé un éditorial dans Le Devoir en septembre 1953, où il était justement question de ce mouvement-là. C'était, je pense, 32 conseillers municipaux qui avaient signé une lettre comme quoi la ville devait acheter le stade de Lormier pour favoriser le transfert des Browns, et le comité exécutif de la ville étudiait la question. Gérard Filion va signer un éditorial assez virulent qui s'intitulait « Un vent de folie souffle sur l'hôtel de ville », donc ça donnait un peu le ton. Grosso modo, il disait « Comment peut-on acheter un stade pour une entreprise privée à but lucratif alors qu'on n'a pas les moyens d'avoir une salle de spectacle digne de ce nom à Montréal? » C'était avant la Place des Arts. Il disait « Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie, a un opéra et nous, on n'en a pas. On fait rire de nous avec ça. » Et il terminait en disant « Si la ville dépense 1,5 million pour faire venir une troupe de joueurs de baseball américains, c'est vraiment que nous avons atteint le tréfonds de la bêtise. » Donc, ce n'est pas très différent de ce que j'ai entendu de beaucoup de gens dans les médias et dans le monde politique au cours des derniers jours. Là n'est pas mon propos, je ferme la parenthèse. Un autre facteur très important de la descente aux enfers des Royaux, c'est le déménagement des Dodgers depuis Brooklyn jusqu'à Los Angeles. Les Dodgers de Brooklyn avaient 2 clubs-écoles 3A, en l'occurrence Montréal et Saint-Paul au Minnesota. Et Montréal avait toujours bénéficié de la proximité géographique avec Brooklyn et était le club ferme numéro 1 de l'organisation. Là, les nouveaux Dodgers de Los Angeles vont se retrouver à un moment donné avec 3 clubs 3A. On avait ajouté Spokane dans la Ligue de la Côte du Pacifique. Et franchement, on ne savait pas trop quoi faire avec ce club-école-là qui était pratiquement au pôle Nord. Autant on avait bénéficié de la proximité géographique avec Brooklyn, là, on était desservi par la position de Los Angeles. Et on va commencer dès 1958, on envoie les meilleurs espoirs ailleurs qu'à Montréal, ce qui ne va pas empêcher l'équipe de 1958 de gagner la Coupe des gouverneurs. C'était une équipe, on disait, c'était une équipe de gros travaillants, finalement. C'était sur papier pas extraordinaire, mais on réussit à gagner le championnat des séries. On se fait balayer en finale de la petite série mondiale, mais quand même, ça a été vraiment le dernier soubresaut des Royaux. Ça a été la dernière Coupe des gouverneurs de l'histoire de l'équipe. Et dès 1959, l'équipe se retrouve profondément en 2e division et joue devant des gradins pratiquement déserts. Et 1960 sera encore pire. On est dernier au classement.
L'équipe a attiré au total 125 000 spectateurs pour l'ensemble de la saison. Ça, c'était à peu près ce qu'on faisait pour les séries éliminatoires pendant les bonnes années. L'équipe disait perdre de l'argent, entre autres à cause des conditions de location du stade. Les Dodgers l'avaient vendu à une compagnie privée. Le bail n'était pas intéressant. Il y a de forts soupçons lorsqu'arrive le dernier match de la saison à domicile, le 7 septembre 1960, que ça pourrait être le dernier match de l'histoire des Royaux. Malgré tout ça, on attire quand même seulement 1016 spectateurs pour ce qui sera effectivement le dernier match de l'équipe. Les gens, d'après ce que nous dit la presse, les gens semblaient un peu perdus dans leurs pensées. On était occupés à se rappeler des bons moments du passé plutôt que d'être focusés sur ce qui se passait sur le terrain. Les Royaux perdent encore un autre match ce soir-là. Ils sont inclinés contre Buffalo. Et c'était un ancien royal, Bob Morgan, qui avait connu les bonnes années des Royaux de la fin des années 40 et du début des années 50, qui là était pour les Bisons de Buffalo, qui va frapper le dernier circuit de l'histoire du stade de Laurier. Et peu de temps après la fin de la saison, les Dodgers annoncent qu'ils ne renouvelleront pas le bail du stade pour 1961. C'est la fin de l'affiliation, de l'association entre les Dodgers et la Ville de Montréal. À ce moment-là, les Royaux n'étaient pas condamnés encore. L'équipe était à vendre. Si on trouve de nouveaux propriétaires, on aurait pu encore avoir du baseball en 1961, seulement on n'aurait pas été un club ferme des Dodgers. Il y a un groupe de sportsmen canadiens, comme on disait à ce moment-là, qui s'est montré intéressé. On voulait garder l'équipe dans l'international et l'opérer en tant que club indépendant. Donc, on n'aurait pas été un club école de quelqu'un d'autre. On comptait se monter un alignement en achetant des joueurs de l'organisation des Dodgers et on disait avoir sur la table une entente avec une organisation des ligues majeures. On parlait des Orioles de Baltimore, mais sans que les Canadian Royals, c'est comme ça que ce serait appelé, deviennent officiellement un club école des Orioles. Maintenant, comment ça aurait marché? Vous nous fournissez des joueurs, mais on n'est pas un club école. C'est pas clair. On a fini par jamais savoir exactement comment ça aurait pu fonctionner, ni le niveau de sérieux de cette opération-là. Ça va finir par tourner court, entre autres à cause du problème du bail du stade de Lormier, encore une fois. Les nouveaux propriétaires, franchement, qui aillent du baseball ou non dans ce qui était quand même un stade de baseball, pour eux, ça ne semblait pas faire de différence. S'il y en avait, tant mieux. Sinon, c'était tant pis. Ils semblaient véritablement complètement inflexibles par rapport au montant qu'ils demandaient. On a évoqué parmi ce groupe de sportsmen-là la possibilité de jouer au stade Percival Molson. Je ne suis pas certain comment on aurait pu patenter ça. Enfin bref, c'est toujours faisable. Là. Les Royaux d'Ottawa ont joué au Parc Lansdowne pendant les années 50. C'est évidemment pas idéal. L'autre solution à laquelle on pensait pour contourner le problème du montant qui était demandé pour utiliser le stade de Lormier, c'était de demander à la Ville de Montréal d'agrandir le petit stade de baseball du Parc Jarry, le rendre à autour de 10 000 sièges en attendant une solution permanente. En d'autres mots, on voulait faire exactement ce que les Expos ont fini par faire une décennie plus tard. Mais, comme je le disais, l'affaire va finir par tourner court. Il y a à ce groupe d'acheteurs potentiels va succéder un autre groupe qui était dirigé par Frank Shaughnessy, Shag Shaughnessy, ancien gérant, directeur général des Royaux, qui était président de la Ligue internationale à ce moment-là depuis 24 ans. D'ailleurs, les bureaux de la Ligue internationale étaient à Montréal à cause de la présence de Shaughnessy. Il venait de quitter son poste à 77 ans. Il a voulu sauver l'équipe à laquelle il était encore très attaché. Il était très attaché aussi à la Ville de Montréal. Il a été entraîneur de hockey, de football à l'Université McGill. Bref, l'histoire entre Shaughnessy et la Ville de Montréal, ça remontait quand même à loin. Et bon, il y a les contacts pour pouvoir le faire, il y a la crédibilité pour pouvoir le faire. Les Dodgers, lui, demandaient beaucoup moins cher à lui qu'il demandait à l'autre groupe pour les droits de la franchise. On voulait 125 000 $ quand on discutait avec l'autre groupe dont je vous ai parlé il y a une minute. À Shaughnessy, on était prêt à lui demander seulement 90 000 $. On était prêt aussi à lui fournir des joueurs de l'organisation. Et on a commencé à dire dans les médias que les Dodgers regrettaient d'avoir laissé tomber Montréal, surtout que, comme
Minneapolis-Saint Paul ont obtenu les Sénateurs de Washington, les Dodgers se retrouvaient à perdre 2 de leurs clubs 3A d'un seul coup et on disait ils ne sont pas intéressés à avoir une équipe dans l'association américaine qui ne compterait que 6 équipes. C'était le plan à ce moment-là. Donc, vraiment, ils regrettent, ils veulent se réassocier avec Montréal encore, ils veulent garder un club école ici. Si seulement la direction du Stade de Lorimier pouvait faire un effort, mettre de l'eau dans leur vin, baisser leur prix, on aurait du baseball en 1961. Non, je ne suis pas sûr exactement. On disait vraiment que c'est un secret de polichinelle que les Dodgers regrettent. Je ne sais pas exactement où on avait pris ça. Les Dodgers ont fini par avoir une équipe 3 l'année suivante dans l'association américaine à 6 équipes. Ça n'avait pas l'air de les déranger tant que ça. Ceci dit, l'appel ne sera pas entendu par les propriétaires du stade. On voulait 60 000 $ pour la saison pour louer l'édifice. Et encore une fois, on n'était pas prêt à bouger de ce chiffre-là. Shaughnessy lui en offrait 35 000 avec son groupe. C'est quand même une différence appréciable. Et finalement, les négociations vont traîner en longueur et Shaughnessy va se faire prendre un peu au dépourvu par son successeur comme président de la Ligue qui annonce au début de 1961 le transfert des Royaux à Syracuse, dans l'État de New York, où ils sont encore aujourd'hui, les Mets de Syracuse du 3 Est, n'est-ce pas? Parce que la Ligue américaine, la Ligue internationale, ça n'existe plus. L'histoire ancienne, Rob Manfred, ça ne l'intéresse pas, ces affaires-là. Le 3 Est, c'est bien plus beau. Bref, anyway, je m'égare. Donc, les Mets de Syracuse du 3A, donc la filiale des Mets aujourd'hui, c'est la franchise des Royaux qui se perpétue jusqu'à nos jours. Donc, pas de baseball à Montréal lorsque le printemps 1961 arrive, mais le Royal a bien failli renaître de ses cendres pas très longtemps après. Parce que la saison morte, 1960-1961, dans la Ligue internationale, ça a été excessivement mouvementé. Vous avez 8 équipes. Il y a eu 3 transferts de clubs pendant cette saison morte-là. C'est quand même un assez gros pourcentage du total. Les Royaux, d'abord. Vous aviez les Sugar Kings de La Havane qui vont déménager à Jersey City. On sait qu'il y avait eu la révolution castriste à Cuba en 1959. Au départ, on disait non, ça va, on peut continuer à opérer une franchise de sport, d'une ligue qui opère d'abord et avant tout aux États-Unis, malgré le changement de régime. Ça va fonctionner pendant 2 ans. Finalement, on décide de déménager les Sugar Kings et les Marlins de Miami qui vont s'en aller à Puerto Rico, une autre ville dont l'histoire de baseball se croise aussi avec celle de Montréal. Et on va très vite regretter cette idée-là d'avoir installé un club à San Juan. Évidemment, ça coûtait très cher aller là-bas, ça va de soi. Et le premier match des nouveaux Marlins de San Juan va attirer 6 600 spectateurs. Et pour les 8 matchs suivants, au grand total, on va attirer 6 400 spectateurs. Donc, on est déjà tombé dans la centaine et ça sentait encore le char neuf, comme on dit, et pourtant, il n'y avait déjà plus personne dans les gradins. Donc là, c'est un peu la panique dans les bureaux de la Ligue internationale. On se dit, quelle idée stupide on a eu de s'en aller à San Juan. Et ce n'est pas tout. La Ligue aussi avait des idées. On voulait installer une équipe à Caracas, au Venezuela, ce qui avait encore moins de bon sens. Mais bref, on avait vraiment des visées. On était une Ligue internationale. On visait vraiment l'international. Bref. Et on se dit, on a eu une mauvaise idée avec San Juan. Peut-être pourrait-on retourner à Montréal. Montréal, c'était le plus grand marché de la Ligue internationale. Peut-être qu'on a démissionné un peu vite. Peut-être qu'il y aurait moyen, peut-être qu'il faudrait se battre un peu plus pour essayer de garder une franchise dans cette ville. Mais devinez, qu'est-ce qui va faire problème? Encore une fois, le stade. Mais cette fois-ci, ce n'était pas entièrement la faute des propriétaires. Parce qu'ils ne semblaient pas intéressés à louer à une équipe de baseball, mais le club Cantalia de la Ligue de soccer professionnelle de l'Est du Canada, eux, étaient parvenus à s'entendre avec les propriétaires. Ils étaient maintenant les locataires du stade. C'était maintenant chez eux. On voulait vraiment en faire un stade pour le football association, le soccer, si vous préférez. Et on disait, on a déjà dépensé, au moment donc
je reviens juste un peu sur ce que j'ai dit. La saison était déjà commencée. On est rendu là fin avril, début mai, quand on projette de transférer les Marlins, qui est un club école des Cardinals de Saint-Louis, incidemment, à Montréal. Les gens du club de soccer Cantalia vont dire on a déjà dépensé 3 500 $, ce qui était un montant important à l'époque, pour gazonner l'avant-champ, pour se débarrasser du monticule. On n'est pas dans une situation où est-ce qu'on peut vraiment facilement partager à court terme le stade avec une équipe de baseball, surtout que la Ligue de soccer professionnelle de l'Est du Canada interdisait à ces clubs de jouer sur des terrains avec des avant-champs en terre battue. Il y a une autre ligue de football qui s'appelle la Ligue nationale de football où pratiquement tous les clubs jouaient dans des stades de baseball. Ça ne semblait pas causer de problème, mais la Ligue de soccer professionnelle de l'Est du Canada, c'est du sérieux, n'est-ce pas? On avait des standards face à ce qu'on pouvait accepter ou non en termes de terrain. On va finalement opposer une fin de non-recevoir au partage du stade. Il n'y aurait donc pas de Marlins de Montréal, c'en était bel et bien fini du baseball 3 dans la métropole. Et pour la petite histoire, le Cantalia a passé une seule saison au stade de Lorimier. La Ligue de soccer de l'Est du Canada a fermé boutique en 1966. Après ça, le Cantalia jouait au stade Faillon. Peut-être qu'on pourra m'éclaircir sur où c'était exactement. Je veux présumer, c'est peut-être au Parc Jarry, ça aussi. Enfin bref, ils ont passé une seule année au stade qui est par la suite devenu, comme on sait, une école secondaire, que partiellement a été démolie et devenu officiellement une école secondaire. Bref. Ceci dit, on ne trouvait pas nécessairement à Montréal que la perte des Royaux, c'était en soi une mauvaise chose. Comme je le disais tantôt, il y a beaucoup de gens qui, mentalement, étaient rendus ailleurs. On avait peut-être un peu dépassé l'idée d'être seulement un club ferme d'une autre équipe. Je vous cite ce que disait Gérard Gosselin dans Le Devoir, c'est en décembre 1960. Il disait « Ne vaut-il pas mieux voir notre ville privée de baseball pour une période X qui ouvrira les yeux aux intéressés et préparera enfin un geste concret, mûri et adéquat vers l'obtention d'une franchise des ligues majeures. » Et on connaît la suite. On ne peut pas dire qu'il y a eu vraiment de gestes mûris et adéquats pendant les 7 années qui ont suivi, en tout cas pas pour doter Montréal d'un stade de baseball adéquat pour les ligues majeures. Si c'était de ça dont M. Gosselin parlait, ça ne s'est clairement pas fait. On a fini par obtenir une franchise des majeures, oui, mais en fait, quand on a obtenu la franchise des Expos, on avait encore moins de stades qu'en 1960, parce que là, comme je le disais il y a une seconde, le stade de Lorimier était véritablement plus une option. Donc, après avoir examiné tout ça, je pense que je vous dirais que la morale de l'histoire, c'est que les questions de stade, ça a été un problème lancinant, récurrent au cours d'une grande partie de l'histoire du baseball à Montréal. Et souhaitons qu'on aura mis ce genre de problème-là derrière nous lorsque s'écrira le prochain chapitre de cette histoire du baseball professionnel chez nous. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je vais tâcher de mon mieux d'y répondre. Bravo, Marcel. Ben ouais, merci. Bravo. C'est intéressant. Moi, dans tout ton exposé, Marcel, ce que j'ai surtout retenu, c'est le déménagement des Dodgers de Brooklyn à Los Angeles. N'eût été de ce déménagement-là, bien, je ne pense pas que les Royaux auraient été intéressés à se défaire d'une concession mineure comme celle des Royaux qui était peut-être le point de mire de tout le baseball amateur, mineur, mais en déménageant sur la côte ouest, et évidemment, on n'avait pas les avions aussi rapides qu'on a aujourd'hui. On préférait voyager par le train. Alors, si on voulait rappeler quelqu'un du niveau 3A, c'était plus compliqué de le faire de Montréal que de le faire du Minnesota ou encore de Spokane. Bien, Spokane, ça demeurait quand même très loin par rapport à Los Angeles, là, mais ceci dit, évidemment, c'est une grosse différence par rapport à Montréal. Oui. Mais c'est vrai que les Dodgers, ça, je l'ai gardé un petit peu par la fin, pour la fin plutôt de mes différents points. C'est probablement le facteur majeur, même si, bon, après 53, déjà, on voit les assistances qui commençaient à diminuer.
c'est bon, ce n'était pas spécifique à Montréal, évidemment. Dans les années de l'après-guerre, les assistances explosent un peu partout. Puis après ça, quand on arrive dans les années 50, ça commence à fléchir. Puis bon, évidemment, aujourd'hui, il n'y a plus aucune équipe de niveau 3A qui attire des 15 000, des 20 000 spectateurs comme on voyait dans des villes comme Montréal, comme Baltimore pendant les années 40, début des années 50. Donc, il y avait là un fléchissement. Mais c'est sûr que le facteur majeur, c'est probablement effectivement la perte des Dodgers de Brooklyn. Et les gens de Brooklyn ne s'en sont jamais remis et puis les Royaux s'en sont pas remis non plus. Et en ce qui concerne les problèmes de stade à Montréal, ça a toujours été une épine dans le pied parce qu'on se souviendra qu'avant que Montréal obtienne cette concession dans la Ligue nationale, ben, les efforts du maire Drapeau et de Jerry Snyder, ben, on disait toujours, construisez un stade, on va vous donner un club. Puis Drapeau et Snyder disaient, ben, donnez-nous un stade, on va construire, donnez-nous un club, on va construire le stade. C'est ça. Puis finalement, sont eux qui ont eu raison. Puis on a aménagé le parc Jarry de fortune pour accueillir les premiers expos. C'est ça. Si je peux ajouter quelque chose à ces deux commentaires-là, si ça ne vous dérange pas. Pour ceux qui ne le savaient pas encore, je suis en train de rédiger l'histoire du Stade de Lormier. Ça devrait être un beau petit livre de 200 à 300 pages. Il y a beaucoup de choses à raconter. Puis si je peux commenter ça, c'est que premièrement, Jacques, tu as raison, puis ça ne date pas d'hier, cet état de choses-là. Parce qu'en 1926 et 1927, mon ami Joe Page, que vous connaissez bien, il a tenté d'aller chercher des équipes du baseball mineur, surtout l'équipe de Wilkes-Barre, qui aurait pu venir à Montréal. Mais les deux fois, en 26 et en 27, la même raison était donnée pour pas qu'il y ait de transfert, c'est qu'il n'y avait pas de stade encore à Montréal. C'est toujours la même chose. Et puis c'est là qu'à la fin 27, Joe Page a pris le problème de manière inverse. C'est-à-dire que là, il a commencé à trouver un terrain pour construire un stade, puis ensuite aller chercher l'équipe. C'est comme ça que ça a fonctionné en 28. Là. Il a été chercher les gens là, à Athanas David et les autres. Puis là, il y a eu un bon financement. Puis George Stallings est arrivé dans le processus. Et puis c'est comme ça que ça l'a développé. Mais c'est pour vous dire qu'encore une fois, en 26 et 26, il n'y avait pas de stade encore à Montréal parce que le stade Atwater où les Royaux jouaient jusqu'en 1917, là, il était devenu inutilisable à ce moment-là. Puis au sujet du transfert des Dodgers, je voudrais vous faire remarquer que vous ne le savez peut-être pas, mais le Ebbets Field a été vendu au mois d'octobre 1956. Parce que ça faisait déjà une couple d'années qu'O'Malley cherchait à obtenir un nouveau stade. Et puis quand il a vu que la ville de New York ne voulait pas lui en donner, ou qu'il voulait, je sais que Robert Moses voulait l'envoyer à Flushing, où le stade des Mets est présentement, mais lui ne voulait pas y aller, il voulait demeurer aux alentours de Brooklyn. Il a vendu le Ebbets Field en octobre 1956, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il avait déjà vendu le stade de Lormier en mai 1956. Fait que c'était déjà dans l'air, il y avait quelque chose qui s'en venait. Là. Fait que, tu sais, c'est pas parce qu'il a vendu le stade à Ebbets Field, après ça, il a vendu les Royaux, ça fait qu'il y avait déjà un plan. Là. Il savait qu'il s'en allait, lui, là. Ça a été discuté souvent comme quoi est-ce que son effort pour essayer de trouver un nouveau stade à Brooklyn, est-ce que c'était sincère ou non? Là, c'est pas quelque chose que j'ai fouillé, mais disons qu'il y a un certain doute par rapport à ça. C'est certain que Robert Moses, qui était le commissaire des parcs là-bas à New York, là, il n'a pas aidé non plus. Mais c'est certain là, que depuis début des années 50, possiblement très sérieusement à partir de 53, O'Malley cherchait à partir. Là. Il savait là, que son avenir était limité à Brooklyn, puis qu'il y avait plus d'argent à faire peut-être sur la côte ouest. Fait que tout va ensemble. Hein? Il n'y a pas de fumée sans feu. Hein? Une chose, Marcel, oui. J'étais intéressé quand tu as dit qu'ils étudiaient la possibilité d'avoir un club indépendant à Montréal du Nord 3A. Je crois que les Maple Leafs de Toronto fonctionnaient sur ce modèle-là à l'époque. Donc, ce n'était pas aussi fou qu'on pouvait le penser. Et même les Maple Leafs faisaient de temps en temps des échanges de joueurs avec des clubs majeurs, envoyaient des jeunes contre des vétérans dont le club avait plus besoin de façon à se renforcer. Donc, c'était pas si fou que ça. C'était un modèle qui existait encore jusqu'au milieu des années 60.
En fait, le seul point à propos duquel j'avais un doute, c'est qu'il disait on a une entente avec les Orioles de Baltimore qui vont nous fournir des joueurs, mais on ne sera pas un club ferme. C'est ça le bout qu'ils sont jamais donné la peine d'expliciter comment ça fonctionnait exactement. Ben, c'est comme ça que ça fonctionnait dans les années 30 et 40. Donc, c'est un modèle un peu ancien qui devenait de plus en plus désuet, mais ça aurait pu fonctionner. En fait, j'ai un petit peu l'impression qu'ils voulaient un peu jouer sur les termes. Là. Non, on n'est pas un club ferme, mais bon, je pense que leur définition. Je pense qu'ils auraient joué avec la définition de ce qu'était un club ferme pour pouvoir dire qu'ils étaient un club indépendant. Enfin bref, évidemment, on ne le saura jamais. Puis ça non plus, c'était pas. On n'a pas su nécessairement. Je vous ai parlé des deux principaux groupes qui ont essayé de racheter l'équipe. Il y a eu d'autres tentatives à droite puis à gauche, mais bon, il y avait un certain nombre de personnes qui, des fois, voulaient juste avoir leur nom dans le journal puis dire je suis en train de travailler sur un programme, j'ai du backing financier, j'ai ci, j'ai ça. Puis bon, en fait, c'était un hurluberlu là, qui arrivait comme ça. C'était les deux qui me semblaient le plus sérieux, là, qui ont tenté de racheter l'équipe, si vous voulez. L'autostade n'existait pas encore à l'époque. Hein? Ça a été construit plus tard, ça. Ça, c'est arrivé pour l'Expo 67. L'Expo 67. Mais il y avait des idées d'envoyer des expos là, mais finalement, ils se sont rendus compte qu'un, c'était trop venteux, puis deux, c'était pas très, très proche du centre-ville puis des lignes de métro. Là. Non, ça n'a pas duré longtemps, ce stade-là. Non, mais les Alouettes ont joué un bout de temps. Là. Robert pourrait nous en parler plus, là, mais c'était pas le meilleur endroit, disons. Hein. Ça, c'était pas l'idée du siècle. Visuellement, c'était terrible aussi. Là. C'était comme, je sais que c'est pas, normalement, c'est pas. Mais bon, surtout, j'ai l'impression encore plus pour le baseball, on a l'idée de l'expérience, du stade, tout ça. Jouer dans cette affaire-là, ça aurait été terrible. C'est un mammouth de béton, là, à ciel ouvert, là, puis au milieu d'un désert industriel. Bon. Et un projet que n'aurait pas rechigné Robert Moses, d'ailleurs, parce qu'on avait rasé un quartier pour pouvoir installer un stade qu'on a fini par transformer en parking. C'était directement le lien entre la pensée de Moses et l'administration de la ville qui a fait ça était assez évident. Robert Moses était très amoureux du béton et de l'asphalte. Les autoroutes. Oui, exactement ça. Et puis, si je peux faire une autre, je ne sais pas si tu avais fini, Philippe? Oui. Si je peux faire une autre mention, si jamais on avait récupéré une équipe en 1961, donc les Marlins de San Juan, s'ils étaient venus jouer à Montréal, qui aurait été le club école des Cards de Saint-Louis, le receveur numéro 1 de l'équipe cette année-là, qu'on aurait vu avec nos Marlins de Montréal, ça aurait été un jeune homme de 19 ans qui s'appelait Tim McCarver, qu'on a vu brièvement par la suite à Montréal plusieurs années plus tard. C'était lui qui était. Il y avait d'autres joueurs là, qui ont atteint une certaine prominence. Dal Maxville, entre autres, qui ont joué pour eux. Donc, on aurait eu ça comme spectacle. Ils ont fini deuxième au classement. Ils ont perdu en première ronde des séries. Donc, ça aurait été un peu mieux que le nouveau club d'école, les nouveaux Chiefs de Syracuse, qui était club école des Twins du Minnesota, qui ont eux aussi fini très loin derrière, très loin au fond du classement, comme leurs prédécesseurs, les Royaux, en 61. C'est pour ceux qui voudraient le savoir, là, quand les Royaux sont partis, le bail est devenu échu, comme de raison. Et puis, le Stade de Lormier a été vendu à une compagnie d'investissement montréalaise et ils l'ont vendu ensuite à un monsieur qui voulait transformer le Stade de Lormier en centre d'achat. Et monsieur, il a fait faillite. Et puis, c'est revenu à la compagnie d'investissement. Et puis ensuite, il y a une deuxième compagnie qui l'a acheté. Et là, ils l'ont loué à la Commission des écoles catholiques de Montréal. Et ils sont servis du Stade de Lormier comme polyvalente, comme école secondaire. Et puis ensuite, la CFCM a acheté le terrain et a acheté le stade au complet. Ils l'ont démoli. C'est devenu la polyvalente Pierre Dupuis qui est là depuis ce temps-là. Ils ont été construits en 1970, mais l'achat a été fait en 1967 au coût de 1 444 000. Ben, à peu près le même prix que les Dodgers voulaient. Ouais. En fait, les Dodgers, ils l'ont vendu 1 million, eux. Ils demandaient 1 500 000 à la ville, mais ils l'ont vendu 1 million par la suite. OK. Bon. Puis le bail, c'est la même chose. En 1956, quand ils l'ont vendu, ils ont signé un bail de 28 000 par année. Ensuite, je sais que les autres, ils demandaient beaucoup plus cher que ça. Là.
Fait que comme tu disais, les problèmes de stade, c'est ça un peu aussi. Là. Je pense que les beaux, il y avait un peu comme les beaux résidentiels à Montréal, ils ont monté assez vite en quelques années. Là. Oui, il ne semblait pas. Je ne sais pas, tu as un stade de baseball, puis tu es comme, s'il n'y a pas d'équipe de baseball, c'est pas grave. Pour eux autres, ça n'avait pas l'air d'être un facteur. Là. Ça semble de la spéculation immobilière sur la valeur du terrain, ça. Ben, remarquez, si je peux ajouter quelque chose encore, là, c'est que dans les années 20, il y avait des équipes locales qui désiraient louer le stade de Lormier pour jouer des parties quand les Royaux n'étaient pas là. Et puis, c'était très difficile pour eux parce que les Royaux demandaient un prix exorbitant juste pour louer le stade. Il y a très peu d'équipes qui jouaient. Ça a toujours été compliqué là, de louer le stade de Lormier. Je sais qu'il y avait beaucoup d'événements aussi, là, mais c'était pas pareil. Mais les équipes locales de baseball, ils ont eu beaucoup de difficultés à louer le stade de Lormier. C'était plus facile de louer ça à des rodéos et à des cirques. Là. Pour une raison, c'est ça, là. Un stade de baseball là, qui ne servait pas à d'autres choses que du baseball. En tout cas, c'est juste à Montréal, ça, ces choses-là. Donc, d'autres questions, messieurs? Gênez-vous pas. Oui, gênez-vous pas. Marcel est là, il peut répondre à vos questions. Là. On ne l'a pas souvent comme ça, donc on va en profiter. Je remarque qu'il y a quand même un lien entre les deux plus grandes équipes de baseball au Québec, si on veut, comment ils ont terminé leur époque d'une manière un peu triste. Triste et moche, hein? Oui, je dirais. On dirait, mais c'est arrivé à la même affaire. Je ne sais pas, Yannick, je ne sais pas si tu le savais, mais quand la première incarnation des Royaux est partie en 1917, c'est la même chose. C'est encore une fois le problème de propriétaire. Ça fait une couple d'années que Sam Lichtenheim désirait laisser le baseball. Puis après ça, il y a eu des. Marcel pourra me corriger, là, il connaît ça mieux que moi, mais je sais qu'à un moment donné, la Ligue internationale commençait à dire que là, pendant la Première Guerre mondiale, il y avait des problèmes d'approvisionnement en carburant pour les trains. Montréal, c'était loin de venir ici, puis il y avait des restrictions, mais par contre, ils ont conservé Toronto. Oui, ben en fait, les États-Unis entrent en guerre en 1917. À ce moment-là, les États-Unis commencent jamais les guerres mondiales en même temps que tout le monde. Il y a eu un vote de prix après la saison 1917. Est-ce qu'on continue à jouer à cause de l'effort de guerre, les joueurs perdus à l'armée, évidemment, les joueurs qui sont américains pour la plupart. Et il y a eu 3 villes, si je me rappelle bien, 3 villes dans Montréal qui ont dit on devrait cesser les opérations de la Ligue jusqu'à la fin du conflit. Les 5 autres ont dit on continue. Et les 3 villes en question dans Montréal ont été exaucées parce qu'ils ont perdu leur franchise. Ils ont été remplacés en 1918 par 3 nouvelles villes. Donc, finalement, d'une certaine manière, tout le monde était content. La seule chose, c'est que après ça, quand la guerre a été finie, Montréal a réappliqué pour avoir une franchise en 1919 et s'est fait dire non. On est satisfait avec les nouvelles villes qu'on a à la place. En plus, c'est moins loin. C'est ce qui fait que ça a pris donc 11 ans avant qu'on revoie la Ligue internationale chez nous. C'est ça, si je me souviens bien, c'est Jersey City qui avait remplacé les Royaux. Je pense que oui, effectivement. C'est ça. Et pour, effectivement, pour aller avec ton observation, Yannick, le stade de Lormier pouvait contenir à peu près 20-22 000 personnes. Donc, quand il y avait 1000 personnes ou 700, 800, ça ressemblait pas mal aux dernières années des expos là, où tu pouvais avoir une section à toi tout seul. C'était pas mal la même dynamique. Là. 5 000 au stade olympique ou 700-800 au stade de Lormier, ça devait être à peu près dans les mêmes eaux. Évidemment, on était à air ouverte là, c'était moins caverneux que notre bon vieux stade, là, mais il ressemblait à ça pas mal. C'est ça. Dans les dernières années du stade de Lormier, c'était possible de compter de l'assistance 1 à 1. Là, quand est-ce que le tramway a été enlevé? Parce que c'était pas mal dans les mêmes années. Je pense que le dernier tramway est enlevé en 1959. Oui, je pense que oui. Il me semble que c'est ça, à la fin des années 50. Ouais. Mais c'était les dernières lignes. Il y en avait déjà beaucoup qui avaient été enlevées. Il y en avait déjà qui avaient été retirés, c'est ça. Donc, il n'y avait aucune façon de se rendre au stade à ce moment-là. En autobus. En autobus, c'est ça. Ça, c'est super pratique.
Oui, ben là, c'est. Parce que, dans le fond, le tramway est enlevé pour faire de la place à la modernité, au progrès qui était l'autobus. Qui était l'autobus au départ. C'était ça le progrès, c'était une amélioration. En tout cas, c'était un progrès motivé par l'industrie pétrolière. Ça, c'est toute autre histoire. Mais bon, c'est ça qui fait qu'on a enlevé les tramways. Puis bon, comme je te disais, ça, c'est moi quand je pars dans l'histoire hypothétique là, de dire est-ce que si on a le métro dans les années 50, est-ce que ça change quelque chose par rapport au stade, par rapport au Royaux? Possiblement, probablement pas, mais. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en 1928, la Ville de Montréal, puis il n'était pas la commission de transport dans ce temps-là, là, mais l'ancêtre de la commission de transport, ils ont installé un carrefour qui était un des plus modernes en Amérique du Nord, au coin de Delormier et Ontario. Mm-hmm. C'est un des seuls en Amérique du Nord c'est une des seules villes en Amérique du Nord qui avait un carrefour comme ça. Ils avaient fait ça pour faciliter le transport de tramway aux abords du stade de Delormier. Et en arrière, la rue de la Rivière, il avait même fait une voie de contournement pour que les tramways, les trains arrêtent là en attendant de prendre des nouveaux passagers qui sortaient du stade. Mm-hmm. À ce moment-là, en 1928, c'était assez facile de se rendre au stade. Il y avait 3 lignes de tramway qui passaient très proches et il y avait mis sur la rue de Delormier des espaces réservés les soirs de match, les jours de match pour les automobiles. Mais dès 1928 et 1929, les conseillers municipaux du quartier Sainte-Marie, où le stade est situé, ont commencé à militer pour avoir un stationnement qui serait au nord du stade, qui est présentement un parc, là. Mais dans ce temps-là, c'est un terrain vague. Puis ils ont milité pendant plusieurs années pour avoir un stationnement-là, mais ils ne l'ont jamais eu. Ils commençaient déjà, au début des années 30, à avoir des problèmes de congestion automobile autour du stade, là. Est-ce qu'au tout début, au moment de la construction du stade, il ne disait pas qu'il y avait comme 130 places de stationnement ou une affaire comme ça? Il me semble que j'ai vu ça au moment où. Il n'y pas beaucoup, puis c'est ça, puis il avait réservé des places là, devant parce qu'il y a des gens qui commençaient déjà dans les premières semaines d'opération du stade, il y a des gens sur les rues résidentielles qui commençaient à se plaindre qu'il y avait des automobilistes qui étaient là. Mm-hmm. Mais je comprends bien qu'en 1928, les automobiles, ils n'avaient pas tant que ça. Comme tu disais tout à l'heure, tu as amplement raison. Là, ça ne devait pas être si dérangeant que ça. Mais quand tu n'es pas habitué d'avoir une seule automobile sur ta rue, puis tu en as 2, bien là, ça commence, c'est problématique pour en 1928. Là. Mais c'est ça, il n'y avait pas beaucoup de place là, aux alentours. Mais comme je te dis, il y avait mis des places réservées les jours de match, par contre. Marcel, je voudrais te remercier encore parce que moi, je vais quitter, là. Eh bien, bon, Jacques. C'est très intéressant. Ça me fait plaisir. J'espère qu'un jour, au lieu de le faire virtuellement, on va le faire en personne. En personne. On se le souhaite. Oui, ouais. OK. Ça marche. Merci. Salut, Jacques. Merci d'être venu. Donc, c'est ça, les amis. Et une autre question, il y a le gros poste de police maintenant qui est juste à côté du stade là, sur Partenay. En face, c'est un poste de pompier. Ça existait déjà à l'époque? Si je me souviens bien, il y avait un poste de pompier là, en effet, puis ils l'ont démoli pour en construire un plus moderne parce qu'il était devenu vétus. OK, le poste de pompier qui est là. Mais là, est-ce que tu parles du... non, Philippe, est-ce que tu parles de la SQ, toi? Oui, la SQ, c'est sur Partenay, c'est juste à côté. OK, je pensais que tu parlais de l'autre... Non. Mais c'est juste à côté de l'ancien site du stade, n'est-ce pas? Avoir la bâtisse, je te dirais que c'est probablement arrivé plus tard. Ça me donne plus un feel de modernité. Ouais. Oui, mais ça aurait pu remplacer un poste existant. Oui, mais je pense qu'il n'y avait pas là parce que la police provinciale était plus dans le centre-ville dans ce temps-là. Si je me souviens bien, elle était au coin de Peel et Dorchester, qui est René Lévesque aujourd'hui. Donc, non, c'était pas là, ça, là. Mais aux alentours du stade, pendant 1928, il y avait déjà beaucoup de constructions qu'on trouve encore aujourd'hui. C'était réellement un quartier résidentiel. Résidentiel, puis avec la manufacture derrière la clôture de droite. C'est ça, mais qui n'était pas toute construite. Il y avait juste une partie qui était là à ce moment-là. Comment ça se fait qu'il y avait ce grand terrain disponible à ce moment-là, en plein dans un quartier résidentiel? Non, parce que c'est l'ancien terrain du parc Mascotte en 1900. Mm-hmm. Le Mascotte,
C'est une équipe de baseball dans la Ligue provinciale qu'on considérait les royaux francophones à Montréal. Parce que les royaux du temps, ils étaient anglophones, là, c'était des joueurs américains. Puis c'est une des bonnes équipes, puis leur terrain était là. Et ils ont construit un stade qui était en plus petite échelle, mais qui ressemblait beaucoup à ce qu'il y avait au parc Atwater. Mhm. Et puis finalement, à un moment donné, l'équipe a cessé de ses activités, mais le stade est resté. Il a été démantelé graduellement, mais il y a toujours eu des parties de baseball qui étaient là. Et en 1928, il y avait encore des parties de baseball qui étaient là. Il y avait le club de la paroisse Saint-Eusèbe qui jouait là. C'est pour ça qu'il y avait encore un terrain vague là. Qui était disponible pour construire un stade. Exactement. C'était pas tant un terrain, c'était semi un terrain vague, semi un parc sportif. Oui, c'est ça. Là, il avait organisé ça de même, mais ça appartenait à plusieurs personnes parce que le terrain où ils ont construit le stade de Lormier, la moitié du terrain appartenait à une personne et l'autre moitié appartenait à une quinzaine de personnes. Alors, quand ils ont acheté le terrain pour construire le stade de Lormier, il a fallu qu'ils achètent de beaucoup de personnes comme ça. Ça a coûté un peu cher, mais ils ont réussi à l'avoir, sauf la moitié qui appartenait à une personne. Cette personne-là, son mari venait de décéder. Le terrain leur appartenait depuis les années 1880. Elle ne voulait pas s'en départir. Finalement, le groupe d'Athanas David a loué cette partie du terrain-là avec un bail amphithéotique. Ouais. Fait que la moitié du terrain appartenait pas au royaume, mais à la compagnie qui possédait le stade. Et l'autre moitié, il l'avait loué à la personne, à Madame Beatty. Et puis dans le bail, par contre, c'est marqué que les royaux, il y avait le droit de premier regard si jamais que le terrain était mis en vente. Et finalement, il a été mis en vente, mais à ce moment-là, les royaux étaient en faillite, ils ne pouvaient plus le payer. Fait qu'il a été vendu à une autre compagnie et finalement, c'est cette compagnie-là qui a racheté l'autre moitié du stade de Lormier. C'est assez compliqué dès le départ, tu sais. Pour bien dire, là, dans les premières années, parce qu'il faut penser aussi que c'était durant la grande crise, là, les assistances avaient chuté, il y avait moins de revenus, moins de tout. Donc, dans les premières années, on a manqué fortement de perdre des royaux. C'est quand le père de Pierre-Luc Trudeau est arrivé à la rescousse, avec Hector Racine surtout, avec ses dons de dirigeants et de gestionnaires, il a sauvé l'équipe. Oui, puis il y a eu des années aussi où est-ce que c'était Shaughnessy, me semble, qui avait réussi à convaincre la compagnie ferroviaire de ne pas lui charger le transport des joueurs jusqu'en Floride pour le camp d'entraînement, qu'il allait leur payer les billets après, une fois qu'ils auraient collecté l'argent des matchs hors concours. Parce que là, il y avait un temps, à un moment donné, quand Charles-Émile Trudeau arrive pour investir l'argent pour sauver les royaux, les royaux, ben, le stade de Lormier, parce qu'à ce moment-là, il y avait une compagnie qui possédait les royaux et une compagnie qui possédait le stade. La compagnie qui possédait le stade devait déjà 70 000 en taxes impayées à la Ville de Montréal. C'est encore pire que les Coyotes de l'Arizona, ça. Oui, exactement ça. Et puis en 1930, c'est-tu en 28? Non, en 36, le stade a été vendu pour taxes impayées. Okay. Fait que réellement, là, ça commençait. Là, ça a été très précaire les premières années à cause de la grande crise, comme de raison. Ça n'aurait pas été comme ça normalement. Mais c'est bon aussi. Ouais, vas-y. Puis aussi, il faut dire que c'était une autre époque aussi, puis c'est peut-être ça la différence quand on voit des propriétaires, dans le baseball tout particulièrement, des propriétaires qui ne sont pas multimilliardaires ou qui ne sont pas des grosses corporations. On ne voit plus ça. Aujourd'hui, on ne voit plus des Curly Lambeau, des George Alice, du monde comme ça qui prennent une deuxième hypothèque sur leur maison pour faire survivre leur équipe de sport professionnel. Mais bon, quand les royaux commencent, non seulement on est dans la crise, mais en plus, les propriétaires étaient souvent... ils étaient plus riches que les spectateurs ou les joueurs, mais bon, pas partant que ça, là, très souvent. C'était des bricoles là, qui fonctionnaient avec pas grand-chose. Puis c'est pour ça qu'on voit des clubs qui restent pas très longtemps à la même place, des ligues qui naissent et qui disparaissent continuellement parce qu'on disposait de bien, bien peu de moyens comparativement à ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ça, parce que voyez-vous, quand les Royaux sont arrivés à Montréal en 28, le projet a été initié par Joe Page, justement, là, qui a été chercher tous les intervenants.
Mais à la fin 27, c'est George Stallings avec son partenaire d'affaires, Carlos Ferrer, qui a acheté l'équipe de Jersey City pour l'amener à Montréal. C'est ces deux investisseurs-là là, qui ont acheté l'équipe pour le transfert. C'est pour vous dire, c'est réellement pas des grosses comparations. Là. C'est un ancien joueur des majeurs, un ancien gérant là, qui achète une équipe et qui l'amène à Montréal. Là. C'est pour vous dire. Là. Puis finalement, ensuite, Athanas David s'est greffé à ça. Ils sont gros. Mais au début, c'était ça. C'était réellement deux personnes là, qui voulaient amener un club à Montréal. C'est pour vous dire comment que les temps ont bien changé. Là. C'est intéressant aussi de voir comment les histoires se répètent un peu au travers des générations. Je veux dire, là, on parle d'un siècle. Les clubs, pas mal toutes la même chose, comme Patrick vient de mentionner. Souvent, des fois, on peut dire pas des fans, mais quasiment un amateur de baseball qui dit on va faire un club. Malheureusement, tout ne fonctionne pas nécessairement comme espéré, mais au bout de la ligne, dans le fond, c'est arrivé, comme je disais, comme on a dit, 2 fois. Espérons que là, les leçons peut-être ont été apprises pour le futur. C'est aussi remarqué comment on est passé des quartiers, pas de stationnement, à les années 60, qu'on est devenu avec les grands stades en béton et les autos étaient rois et maîtres. Exactement. Puis là, maintenant, encore une fois, on veut du transport en commun, on veut pas d'auto qui se rendent là quasiment, on veut rendre ça quasiment le plus difficile possible pour les voitures. C'est ça. C'est pour vous dire que les modes changent, tu sais, au fil des années, là. Puis aujourd'hui, encore un peu, les mêmes discussions, les mêmes problèmes, les mêmes points que les gens sont inquiets ou qui ne veulent pas risquer. Oui, c'est ça. On a vu tout à l'heure les fonds publics. L'éditorial de Gérard Filion dans le Devoir dans les années 50 là, qui dit la même chose qu'on entend là, sur les réseaux sociaux puis dans la télévision là, depuis 2-3 jours. Là, tu sais. En même temps, le gros, dans le fond, de son argumentaire, bon, au-delà, c'est sûr qu'il faisait un peu un show avec l'affaire de se comparer à Oulan-Bator. Puis je comprends, son point à la base, c'était de dire c'est une entreprise à but lucratif qui veut venir faire de l'argent chez nous. Qu'est-ce qui fait que c'est à la Ville de Montréal de leur acheter un stade puis de le mettre à leur disposition? C'est une question qui est légitime puis à laquelle, qui se pose peut-être encore plus parce qu'on sait, si on sait une chose, c'est que les Browns de Saint-Louis ne faisaient pas d'argent à Saint-Louis. Ça, au moins, c'est au moins certain. C'était parce qu'eux autres, on parle de pouvoir compter l'assistance. Là. Les Browns, c'était vraiment désastreux. Là. Mais les Browns, Léo Dandurand voulait les acheter et les amener à Montréal dans les années 30 aussi. Ça faisait longtemps, les Browns, ça ne fonctionnait pas là-bas. Là. Ouais. En fait, à partir du moment où est-ce que les Cardinals ont commencé à être bons, les Browns sont devenus pourris. Parce qu'avant, la bonne équipe à Saint-Louis, c'était les Browns. Au tout début, oui. C'est ça. Les Cars, c'est les parents pauvres. Là, puis à un moment donné, comme tu dis, c'est ça. Quand ils ont commencé à être bons, quand les Indians sont arrivés, les autres, là, ça a commencé. Ça a été le coup de grâce là, pour les Browns. Là. Non, c'est bien comique de voir ça, comment que. Des fois qu'on dit ça, c'est plus ça change, plus c'est pareil. Tu sais. Même le point que tu as apporté aussi, ils ont été joués à Porto Rico, dans le fond, quasiment 2 fois le lien Montréal-Porto Rico. Au même stade, d'ailleurs. Hein? En plus. Ah, il était déjà là à ce moment-là? Ouais? Je pense que oui. Il ne doit pas s'appeler comme ça, par exemple? Oui, je pense que oui, je ne suis pas sûr. Là, déjà, oui? Je pense que oui. Il faudrait vérifier, là, mais il me semble que ça fait longtemps qu'il existe. On va regarder ça, ouais. Aaron Bethorn. Oui, Aaron Bethorn. Oui, parce que j'essayais de penser à quelle époque il a joué. J'avais l'impression que c'était à peu près dans ce temps-là. Non, c'était dans les années 40 qu'il jouait. Dans les années 40? OK. Ah bon, je l'avais mal timé dans ce cas-là. Fait que, attends, on va juste regarder, ouais. C'est plus le fun. Stadium. Ouais, Estadio. Non, il a été construit en 62. Ah. Oui, mais ça serait après le départ des Marlins de San Juan. C'est ça, ils l'ont juste manqué, dans le fond. Finalement, ils ont abouti à Charleston, en Virginie de l'Ouest. Hein? Mais juste pour finir la saison. C'est pas une métropole. Mais juste pour finir la saison. L'année suivante, ils sont devenus les Crackers d'Atlanta. Puis ils sont restés là jusqu'à l'arrivée des Braves. OK. Ça n'a pas été très long non plus.
Non, effectivement. Ça n'a pas été très long, c'est ça. Mr. Tourangeau, did you want to chime in? I see you're unmuted. I don't have anything. I have one comment and two questions. Go ahead. It's good to see my name on a screen with at least two other people that has their names ending in EAU. Here you would fit right in. Often. My question is, there are only 5 of you left on this screen aside from me. How many of you 5 have seen a game at Fenway Park? I have. 3? No, I've toured the outside. I've never been in. No. That's 50%. It's not bad. I saw a game at Fenway Park against the Yankees. Pretty good seats, but there was a total moron who just yelled his lungs out literally for the whole 3 hours of the game. He was relentless in just screaming nonstop, and it's a wonder no one just decided to shut him up. To be honest, it was just ridiculous. We have an abundance of morons. Well, so does everyone else. Yeah, but Dixie, I'm a Yankee fan, so I've never been in Boston. And it's that bad. It's that bad. He's a Yankee fan, so he literally cannot step foot in Boston. And I will agree with you, Dixie, that you got a lot of morons over there, you know. Yeah, but you have many more in New York. I know. By definition. My second question is, go ahead. How many of you have seen a game at Parc Jarry? I have. Me too. Oh, good. Good. Steve Rogers beat the Cincinnati Reds 3-0 in 1975. Oh boy. Johnny Bench. And that's the year that Cincinnati won the World Series. But yet they were shut out that day at Jarry. Wow. Yes, that year they beat the Red Sox in this World Series. Yeah. Yes. Sorry to bring that up. I'm not a Red Sox fan. Oh, okay. Don't you have season tickets, Dixie? I had season tickets from 1988 through 2017. Wow. At the end, in the 20 teens, they were costing me $44,000 a year. Oh, because I had 4 seats behind the third base dugout. Okay. Were you reselling them for a bit? Absolutely. I have a friend who lives outside of Boston, and same thing. He keeps his ticket. He doesn't use them lately, but every year he keeps them because he's the 3rd generation or something like that who has the tickets from Fenway. Yes, I know a lady who has tickets who almost did not renew her tickets this year, but did. And she has had her tickets because her father bought them first in 1967. Okay. Wow. Generational tickets. Yes. Yeah. That's a family of fans. And I gave mine up after the 2017 season simply because no one wanted to go. I couldn't find people to go. And to playoff games. And I said, that's it. I'm done. Okay. Wow. Were you always able to, let's say, I know in Montreal, they have a way for season tickets holder to, I guess, sell or make their tickets available for the game. In recent years, they have developed 2 or 3 kinds of ways for you to do that. Aside from my own group of friends, a couple of different groups that I used to sell tickets to, the Red Sox actually did have a program where you could go there and resell your tickets. Yeah. Or you could resell them before that through them. So they had a couple different ways to do it at the end. But before that, you really had to depend on yourself to do it. Okay. Yeah, and that's a lot of work. Sometimes it is.
troubles too with people the way. Anyway. If you don't mind, Dixie, I will speak in French just for a minute. Sure. Messieurs, pour ceux qui sont encore là, je voudrais vous présenter Yannick Letourneau, c'est un de nos nouveaux membres pour Sabre. Enchanté tout le monde. Salut. Nice to meet you. C'est ça. Fait que, on s'est parlé une couple de fois, nous, par Facebook. Là, notre ami, il découvre des très belles photos que Christian Trudeau il a bien apprécié. Je pense que c'est un collectionneur pas mal. Toi, là, regarde celle-là. Bon. Parle pour qu'on le voit. Ouais. Parle. Ouais, décris-nous un OK, peu. excusez, j'avais pas Oui, voilà. okay. C'est ça. Et voilà. J'ai découvert ceci il y a environ pas tout à fait un mois. J'étais un collectionneur de cartes de space, si vous voulez, puis que j'étais allé à la convention de Toronto Card Expo à beginning November. Et il y avait un vendeur qui avait il y avait un genre de petit set de 4 morceaux. Et ceci, dans le fond, ici, vous avez Roger Gladu. Roland Gladu. Excusez, Roland Gladu. Ici, ça serait monsieur qui était le président de la Ligue. That would have been the Can-Am League in 1941. C'est le président de la Ligue, c'est ça, hein? C'est ça. J'ai ici... basically, that's the newspaper clip that I found from the... would have been Friday, August 8, 1941. Wow. Dans le soleil. C'était le président de la Can-Am était de passage à Québec. Wow. Ensuite de ça, l'autre petit morceau que j'ai trouvé qui venait avec l'ensemble, si vous voulez, c'est une carte postale. Ceci, ça serait les Alouettes de Québec. On pense, à date, j'aurais trouvé que ce serait la saison 1946, je crois. Okay. En plus, qu'est-ce qui est le fun de ce petit morceau-là? Il y a le manager, ce serait un J. N. Okay, maybe I'm not saying it properly, but J. N. Telker. And it's signed by him. Okay. Right there, basically, best wishes to somebody, a name Ivan. OK. Puis Roland Beaupré, sur cette carte postale-là, en plus, qui est monsieur baseball à Québec, pendant 50 ans, il a organisé des clubs puis il jouait là-bas à Québec. Ça, puis il était dépisteur aussi pour une coupe d'équipe. C'est ça. C'est bien ça. Ensuite de ça, le dernier, j'ai 2 autres petits morceaux. Dans le fond, ici, c'est juste une enveloppe. Une enveloppe des Alouettes de Québec. Des Alouettes de Québec. Encore en excellent état. Wow. C'est quoi l'adresse? L'adresse serait le 81 avenue Manrez. M-A-R-E, accent grave S-E. Manrez. Okay. Ça existe encore, cette rue-là? J'en ai aucune idée. Je suis rendu là. T'as pas googlé ça? Un compte rendu. Puis, le dernier petit... Attendez, il manque... Les affaires ont tombé. Oui, ça existe encore. Ouais. Ça existe encore, ça veut. Ça existe encore, c'est dans le quartier Montcalm. C'est pas loin du musée des Beaux-Arts. OK. Pas loin des Plaines d'Abraham. OK, c'est pas près du parc Victoria. C'est pas près, non, du tout. Et le dernier morceau que j'ai trouvé, ben, vous reconnaissez sûrement le stade Victoria à l'époque. Ça peut être celui de Trois-Rivières aussi. Il était effectivement assez semblable. Assez semblable, mais je suis pas mal sûr que c'est celle-là de Québec, celle-là. Juste par rapport ben actuellement, je vais vérifier là, parce que là, vous me mettez un doute là, dans la face, je sais qu'ils sont identiques. Là. Mais je présume que c'est encore pas mal au début, parce qu'ici, vous voyez encore, il y a de l'échafaudage sur le côté de la photo. Là. Et en sachant aussi que le stade, même s'il date, the stadium dates from 1938, but was basically in operation before 1939 season. So there's some scaffolding here left.
and still standing today. Still used. Still used. Yeah. We used to go every summer before the pandemic struck. On a vu un lanceur lancer un match complet dans ce stade-là. Ben oui, il y a 2 ans. J'ai presque perdu connaissance en voyant ça. Yannick, d'après ce que je vois ici dans le livre de Daniel Papillon, ça serait le stade municipal à Québec. Tu regarderas la page 16. C'est la même photo. Oui. Dans le fond, celle-là ici. Hein? Ça devrait être la même chose. Donc, très intéressant, pareil, de te promener dans un Convention Center à Toronto. Puis, imagine. Quelqu'un il a ça sur un petit display. Puis, en plus de tout ça, il y avait le prix de « je ne veux pas payer ce prix-là ». Donc, le lendemain, the next day on the Sunday, when he was folding all of his stuff, c'est là que je suis allé revoir. Puis, money talks, like they say. So. Puis non, je ne pouvais pas le passer. Je voulais vraiment que. Puis là, on dirait que depuis dernièrement, c'est ça. C'est plus un peu comme un côté historique des choses des clubs de baseball de la province, du pays ou de la ville de Québec. Là, c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus. As-tu communiqué avec Daniel Papillon? Pas encore, non. Je viens d'écouter les dernières capsules que vous aviez là, sur YouTube, des derniers meetings que vous avez faits. OK. Puis, les vacances commencent dans une semaine. Là, fait que je vais avoir 2-3 semaines là, pour. Tu vas avoir son adresse courriel, tu me le diras. Oui, super. Tu me l'envoieras. Je te le rappellerai pour que tu me l'envoies. Il était très gentil, Daniel. D'ailleurs, Daniel, c'est le fondateur de notre chapitre. Bon. Puis c'est un gars de Québec que je comprends. C'est bien ça? Oui, un gars de Québec, oui. Il demeure à Charlebourg. Mais je suis bien, il est originaire de Limoilou. Ah, je suis dans vieux Beauport, puis j'ai pas mes billets de saison au Capital, mais pas loin. OK. En passant, Yannick, juste pour te dire, moi, ma famille vient de Québec. OK. Des Carpentiers de Québec. Puis, justement, j'ai mon arrière-grand-mère qui s'appelait les Tourneaux, lui aussi. On est peut-être parents de loin, mais j'ai des oncles de mon père qui jouaient au baseball avec Roland Beaupré dans les années 20. Okay. Ça vient de Saint-Roch et puis Saint-Sauveur. Les Tourneaux, on est pas mal tous de l'île d'Orléans. OK. Mais elle ne l'était pas. Elle avait du sang amérindien avec le Wendake avec les Picards. Elle. Ah, mais les Tourneaux viennent toutes de l'île d'Orléans au départ. OK. J'ai quand même beaucoup de généalogie de ce côté-là. Okay. Là. J'ai découvert ça dans les 3-4 dernières années. Okay. J'ai encore de la famille à Château-Richer. So, Mr. Tourangeau, there, you don't see, like you said, that many often people with EAU in majority on your side. Not often. I have two questions. Go ahead, Dixie. I think that I remember that your chapter is fairly new. Is that right? 2004, actually. Okay. And 5. 5, yes. Oh. I was wondering how long each of you has been in SABR. Okay. Who wants to start? I'll do it the short way tonight. Basically, I got about 2 weeks. So here we go. Go ahead. 1998. Okay. I believe 2017, but I could be wrong about that. But it was take or leave 2017. Could be like that. Dixie, I'm a member of SABR since 1992. Okay. And we got 3 other members here, not on the Zoom meeting tonight, but they participate at some point. Got one that is a member since 1982. Okay. Alain Usereau, maybe you know him. Maybe you've seen him at SABR conventions. He's always there. Alain Usereau? No? Another EAU. I don't know the name, but I'm probably. Yeah, but probably he wins. I've been to 25 conventions, so probably. He used to win a lot of trivia contests at the conventions. Okay. So you probably met him somewhere.
So Alain Jouzeau is a member since 1991, but we got Richard Carletti, who's the 76th member to join Sabre. He's from Montreal. So he's one of the holders. He joined Sabre in 1976. Okay. I did in 1980. Okay, so you see, you're close to him. Okay, don't want to make you feel awkward or anything, but that's the year I was born, 1980. Not going to make me feel awkward. So Big C, when you asked earlier if someone had been to Jarry Park, you know for sure that he hasn't, you know? Yeah, that's right. Well, maybe he's seen some tennis there or something. Oh, maybe, yeah. He's been afterwards. My other non-baseball question is the Hotel de Frontenac still in operation? Oh, yes. Still very much. And if I couldn't move my camera, maybe another time I can show it for you there. I can see it from the front of my window. Good. Wow. Glad to know something old is still in operation. Yeah. I live in the older part of the city, Quebec City. So my house is almost 150 years old, which is it's brand new here. Well, mine's 120. So there you go. So it cracks and it's got all these little things, but they're a nice built house. Good. So. Yes. And so I guess 1980, 1990 for Patrick there, Philippe, late 80s, he said? Late 90s. Late 90s, sorry. And Marcel, few years now, but it's safe to say that you guys have fun since you're staying for that long. Yeah. Oh, yeah. Well, let me tell you something. I have something I said earlier to Philip when I talked to him at noon. Members, you know, some of our members, they come and go, but those who stay for a long time. Yes. Mm-hmm. That's good. You see the same thing, huh, Big C? Yes, absolutely. Yeah. So I'm glad anyway, because I have nobody to talk about that stuff that I don't get bored. So actually, I don't bored them with my stuff. So well, you see, that's the thing. Well, you see, that's the thing. I haven't been on Sabre this long, but you know, they about every year they let me take control and talk and give speeches like that. And generally, when I start talking, people run away. So it's a pretty good deal. That's why I'm saying. But in this one, people take notes and. Yep. You realize. Whenever Marcel is up on deck, you know, rats are leaving the ship, you know. Well, you realize, of course, that those people taking notes are just looking for something that's wrong so they can pounce on you. Exactly. Well, during the question period, there was really no one who could find anything wrong with what I said. I'm pretty sure Patrick actually probably found some things, but being the magnanimous president that he is, he kept quiet. No, but, you've noticed something, you know, I didn't contradict you. I added to what you said. Mm-hmm. So everything was great. I found nothing wrong with your presentation, my friend. See? That's the true test of any Sabre talk is how many people want to pounce on you and then don't because they can't. That's when you know you've done it right. Yeah, it's a little more than peer review, you know. Yeah, well, either you've done it right or the people listening just did not know much about the topic you were talking about. So either or, I'm fine with it. But then again, Dixie, you know, it's 2021, so we're not talking right now, but we'll go to social network afterwards and we'll cross a yeah, they will talk behind my back. I know. Exactly. May I ask, what is your specialty at Dixie, or what's your niche in Sabre? Well, I've been in it so long that there are several, but right now, for the last 2 years, I have been doing work on Cy Young. Okay. Just because it all started because I wanted to do a story about him for the 19th century newsletter. I'm a member of the 19th century and the dead ball era.
along with a couple other committees, but those two. And I wanted to write a story about Cy Young and his pitching in the 1890s. Okay. And I had a feeling that he pitched probably the most games against one individual, Kid Nichols, who also pitched in the entire 1890s period. Okay. But you just, as a SABR member, you just can't get up somewhere and say, okay, Cy Young pitched against Kid Nichols the most times. You have to prove it. and 5 minutes into my little episode of trying to write this story, I said, well, I guess there's only one way to find out, and that's to do every single game he pitched in the 1890s and find out if he did pitch against Nichols the most. As it turned out, he did. Okay. But I had to prove it to myself so I could prove it to everybody else. Everybody else, yeah. So after that, I figured there was only one thing left to do, and that was to go through the rest of Cy's games in the first decade of the 20th century, okay, and find out who he pitched against then. Okay. And I did. So I think, I'm pretty sure that I have the best log of all Cy Young's pitched games of anyone in SABR at the moment. Wow. I know two guys who tried it a long time ago, and they did a pretty good job at the time, but now we have so many things we can use. Okay. I think that I refined it to a good deal. So I think I have the best chart now. I have a question of my own, Dixie. Yes. Did you find any inconsistencies or mistakes or errors? Absolutely. Yeah, I guess so, right? Back at that time, you count on finding mistakes. Yeah. And I've gone through almost every game at some point for some reason. Okay. And I just keep finding little things that are wrong in his stats. I mean, they're tiny things, like an inning that he did pitch and they don't have it, or an inning that they gave him and he didn't pitch. I mean, there are things like that. And you literally have to go through like the box score. And yes. Like, almost like you said, like if it's missing now, at some point you're like, wait a second. That's right. Something's not adding up here. And the thing is that some of the times the only way you can find out whether you have something that is correct or incorrect is to go to the newspaper and read about the game. Mm-hmm. And because the people who have given you the stats way back are just kind of guessing sometimes. Okay. So you have to go back and read it again and say, okay, this didn't happen or this did happen. I've found half a dozen of those things. Great. But they're usually tiny mistakes, but nonetheless, they're mistakes. Yeah, mm-hmm. Exactly. They need to be corrected, right? Yep. That's what I'm. Well then, trying. let me ask you something. Go ahead. Let me ask you something then. Yes. It's kind of trendy somehow to say that Cy Young's overrated, that he's not that good, that the trophy for the best pitcher shouldn't be named after him. What's your take on Cy Young and his place in the lore of baseball? If you were in a court of baseball people and you had Perry Mason on your side, he could prove that Cy Young deserves that. There are little things along the way that you might be able to take away from him, but you cannot take away from him 513 wins. You cannot take away from him the fact that had his team in the 1900s, the first decade, had they been a little better, he might have won 550 games, because there are at least 30 games that he pitched in where he only gave up no runs, 1 run or 2 runs, and they lost. And so he could have 540, 550 wins. And he did pitch for 22 seasons. He pitched against everybody. And so even though you might find a thing here and a thing there that you could say, okay, because he didn't do this, I'm going to take this award away and rename it from somebody else. There are 10 other things that would change your mind.
You said 513. Is it the revised number? Is it your revised number? 511. I'm sorry, 511. Oh, okay. Oh, I thought you had corrected the official number of wins. But you could make a case that he should have been given a couple of more wins and a couple of more losses along the way, just because of the scoring techniques then were sometimes just the scorer's whim. There weren't any rules. And so the scorers were just saying, okay, because of this, I'm going to give Cy the win, or I'm not going to give Cy the win. And if you looked at them, if you saw all of them, you would say, what the hell are these people doing? Nothing is the same. Nothing is no consistency at in all. Concrete. But that's the way it was back then. Okay. Wow. It's very interesting to see almost the exact same kind of game in one place. A person is given a win, and then 2 years later, the person is not given a win for the exact same thing. And it's just the whim of the scorekeeper. It's very weird. Wow. What's your best tool now in the new Earth technology? Baseball Reference or? Actually, I use RetroSheet a lot. RetroSheet, okay. Yeah, I do. They don't have some stuff, but it's only a very few things that they don't have. And it's not that I use RetroSheet to find out specific things. I use RetroSheet to lead me to something. And I can use them that way, because they don't have some things, they just can't. But they can lead you to a path that will it will help yourself find what you want. I don't know if you know this or not, but the last person to get a hit off Cy Young was a guy named Bob Coulson, Coulson. And he did that in 1911. And if you look on RetroSheet, they now have it down to 1901. Their pitching and batter matchups. It's really a great thing. But, and I didn't know this before I did this, because I didn't realize it, but RetroSheet cannot give you an exact batter-pitcher matchup when pitchers do not pitch the whole game. Their system can't do that. It's not sophisticated enough. So if you look up Bob Coulson against Cy Young, you will see that he is 0 for 4. But he's not. He's really 1 for 7, because in the second game when he got a hit against Cy didn't pitch the whole game. So that game is not included in Cy's stats. And so in order to find out the exact correct answer to the question of what did Coulson do against Cy, you have to go and find that game and then add up everything. That's the way I found out. I emailed Tom Ruane, and I said, Tom, this can't be right. Coulson batted against this guy 7 times. And that's when I was told that when the pitcher does not complete the game, none of the stats go into the stat machine. Okay. So would you be able to find that out through Baseball Reference, because they've got a much more sophisticated? I don't believe so. It's just too technical for them to handle, to go back to a game and find out when that pitcher came out and who did he face. I don't think they can do that. Actually, that far away in time. Interesting. I will tell you one little story that I had. I have several, but I will never run out of Cy Young stories because I have this sheet of every game he ever pitched. Anyway, I was interested in who hit Cy Young the best. That's a logical question. I mean, Cy Young, you're talking about Cy Young here. Well, I have the 5 biographies that were written about Cy Young, and in none of them is the answer. The people who wrote their biographies just didn't think that was important, or they didn't want to do the work. Okay, I'll do the work, fine. So I did the work for the 1890s, and I did the work for the American League in the 1900s, early 1900s.
And what I found out about one particular person was shocking. It was not just amazing, it was shocking. And that is, during the first 4 years of the American League, if you have any interest in that old-time baseball, really old-time baseball, you will know that Nap Lajoie won the batting title 3 times the first 4 years, and probably should have been given the batting title for the 4th year too. In the meantime, Cy Young was the best pitcher in the first 4 years of the American League, winning, well, he was the Triple Crown winner for pitchers in 1901. I think he won 2 things in 1902 and at least 1 thing in 1903 and 1904. So combined, he was the best pitcher in those first 4 years. The obvious question to me is, well, what did Nap Lajoie hit against Cy Young in those 4 years when his average was like 380 or something? And Cy Young was the best pitcher. So I went and looked at every single game they played against each other, which, by the way, was not done by the guy who wrote the Nap Lajoie biography a couple of years ago. And I found out that Nap Lajoie hit 500 against Cy Young in those 4 years. 500. And that's not a small sample size. That's like 70 at-bats plus. Wow. Because they played against each other a lot. And Lajoie was certainly in the lineup a lot. And Cy pitched a lot. So I think it's 76 at-bats. Wow. But the final average was 500. So here That's you like have a hitting guy a beach ball who hit less than 500 against the entire rest of the league, and a pitcher who was the best pitcher, and he hits 500 against him. In the 1890s, Lajoie played the last 4 years or 5 years against Cy and hit 360, 370, something like that. But then in 1901, 2, 3, and 4, he hit 500. Wow. Wow. But you have Thanks to go for sharing that. you have to go do the work to find that out. Of course, you know that he's got a different name here. They call him Lajoie. Lajoie, okay. They call him several different things back in Woonsocket, Rhode Island. I'm sure they called him Lajoie as well. Yeah. They call him Lajoie. A lot of people say yeah. Lajoie. I heard a few, yes. That's the worst one. Yeah, I know. Probably. So anything else to add, my friends? I have a suggestion, the one last thing Okay. here, because I find it really interesting with Dixie, Marcel, their research in a way. Me, I'm getting a little overwhelmed sometimes, like being new all to this. Mhm. When you guys do research and you have to start digging in the newspaper or in archives, any kinds, or especially too in Baseball Reference or the retro sheet there, I would be curious as a newbie to see you guys kind of like, okay, tonight I'm doing a part of research on this. This is how I'm doing it. And I can, like look at you guys that's on the share screen and just so you can like see what what goes into you guys' mind when you do your research for like new guys like me. That would be a fun, like say, something to do to teach people, or just a suggestion. Sometimes the first question you ask yourself is, am I crazy for starting this? Well, I think we all are to a level. Because thing one is going to lead to thing 2 and thing 3 and thing 4 and thing 5. It always rabbit does. hole. But usually I do start with a question, some kind of question, and I go to Retro Sheet because I want to find out if the question is legitimate and if there could be an answer. Sometimes there's no answer. I mean, a lot of times I have friends who I help do stuff, and some of the questions they have are not answerable because they are looking for something that
may only appear in a newspaper for that game. And way back, the newspapers did not help you sometimes, especially if a game was high scoring. You're not getting half the runs of who scored them and how they scored. So that information is gone and it's never going to come back. So you can't tell. And I have one particular friend who's doing that kind of research all the time. And I tell him, it's not an answerable question. You just don't, you're never going to know this. And so sometimes it's tough. But if you're looking up one guy, then I have newspapers.com and also genealogybank.com newspapers. And you can pretty much find almost anything you want in terms of cities with ball teams that have information in there. You got to pay for it, yes. But newspapers.com now comes with your Sabre membership. Yep. That's a big help. Yep. But that's usually where you eventually have to go to if whatever you're researching is so specific that you need an exact game to look at. That's usually the best place. Sorry, you said the second, you said it was... It's genealogybank.com, and that is also a bunch, thousands and thousands of newspapers, but they are different than the ones that newspapers.com has. Okay, thank you. For my part, I don't really look into stats that much, like spending days and days in retro sheets and stuff like that. But what I can tell you is I wrote a book about Jackie Robinson, his summer in Montreal. That's actually the name, ça s'appelle Jackie Robinson, un été à Montréal. Puis I went through the newspapers. I had to physically go. I started searching for that in 2012, 2013. I did most of the research. I had to physically go to la Grande Bibliothèque ici au centre-ville de Montréal to look at microfilms and stuff like that. But most of the newspapers from the province of Quebec that I had to go over there to use in 2012 are now on the internet. It's all online. Sur le site de la BANQ. Pour les journaux anglophones, ils sont très poches. Il n'y a pas le Star, il n'y a pas le Herald. La Gazette est sur newspaper.com, ça va bien. Mais tu as le Devoir, la Presse, la Patrie, le Soleil, l'Action catholique, le Petit Journal. On the French side, you're pretty much covered. Puis tu as le Nouvelliste de Trois-Rivières. I looked into Trois-Rivières also because they had African-American players who went from the Royals to the Trois-Rivières Royals who played against the Quebec Alouettes. So you're pretty much covered from the comfort of your living room, which is a great improvement from when I did all that research going over there. So when you wanted to, and they're getting better also. Maintenant, tu peux chercher par mots-clés dans la patrie, mais ça fait pas longtemps. Il n'y avait pas ça, genre il y a l'année passée. Là. Ça a été une grosse amélioration aussi. So that's my big tool for searching stuff, since I'm not usually looking at really precise statistical points. I'm mostly looking at the coverage of the teams, and you're looking for something, you stumble on the city of Montreal was trying to buy the Lormier Stadium to bring the Browns. You just stumble onto things like that on a regular basis when you're doing research. I know Patrick made a lot. I'm pretty sure made a lot of accidental discoveries through all his research as well. Stumbling is very good. So ask yourself a question, trying to figure if you can answer it, will make sense. And then, because I noticed that how many rabbit holes you can fall into, it's incredible. I've been down that microfilm road. I started doing it in 1980. Yeah. There was nothing else except the microfilm way to do it. And I did this for 25 years. Okay. And most of the information in these things was by microfilm. Sorry, what are those? Calendars, baseball calendars. Yeah.
And so it was a great deal of fun to do, but at the time, without all this other helpful stuff, it was pretty monotonous and tedious to try and dig out some things when you only had microfilm to do it with. And by the way, you just showed a baseball calendar from 1994 to a bunch of Montreal, Quebec province people. So I think it hurt Patrick so much that he left. He left. Yeah, he's gone. Here it is. There's the back of it. It was a calendar that was every month had a player's biography. Very nice. Any of you guys a collector at the same time, or? Moi, je suis trop pauvre pour collectionner des affaires. je suis un historien, donc je suis pauvre, fait que j'ai pas les moyens. Okay. I have way too many collections. Yeah, I'm getting in there too. No, I've got some old worthless baseball cards. That's about it. I have 50,000. Oh, what? How many Cy Youngs? Some of them aren't worthless, but most of them are. Yeah. Patrick's collection actually is pretty interesting. You can see it on the wall. He has a collection of miniature baseball stadiums that he made himself. Excellent. I used to be an architectural historian, so my interest mostly is stadiums here in Montreal. So if I can show you if you want, I got my. Let me see. No, I got my. This is actually this is at Water Park. That's where the Royals played in 1917. And I got who was it? The Lorimier Stadiums over here. And I got Jarry Park here. There it is. There you go. Where is it? There it is. Complete with the pool. Just over there. Somewhere in my collection, there are pictures, slides of Jarry Park. Okay. I don't know where they are right now, but I know they're there somewhere. But was it called the Willie Stargell Memorial Pool, or was it not that bad? Oh, that was afterwards. When he retired, they gave him the life, what's called a buoy from the pool. The buoy, yeah, exactly. That's a fun anecdote, right? So, anything else? Can we conclude the meeting for tonight? Yeah. Let's do Thanks that. a lot for organizing it. Thanks a lot. So Thank you, Patrick. Thank you for having me. Join us in January. Nice to meet you guys. Yeah, we're gonna have. Ouais, enchanté, Yannick, au plaisir. And if you ever have a Cy Young question, just email me. Yeah. I have the answers. I have the answer somewhere. I like the stats a lot, so you might hear from me, Dixie. And Dixie, remember that you're always welcome to join our meetings, okay? Thank you very much. As you see, we speak French, but we also can speak English. Good enough. Good. So Thank you. Have a safe night, my friends. We'll see you in January again. Au revoir. Good evening. Salut Au bien. revoir. Bonsoir. Bye. Soyez prudents.